analyses et commentaires sur le travail des médias et des communicateurs. Influence Communication présente Médiascope avec Jean-François Dumas. Bonjour, bienvenue à cette autre édition de Médiascope, le balado d'Influence Communication qui porte sur l'analyse du travail des médias, des journalistes et des communicateurs. Merci d'avoir pris la peine de nous envoyer des messages au courant de la semaine avec des suggestions, des commentaires. Le balado, je vous le rappelle, s'inscrit dans le cadre des activités du 20e anniversaire parce que notre boîte, cette année, a 20 ans. Le temps passe vite. Et une des questions qu'on m'a posées, ou une des suggestions, on m'a dit, coudonc, avant de nous raconter toutes sortes d'histoires sur les médias puis le travail des médias, commençons par nous raconter à quoi ça sert votre job, votre travail. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? À quoi ça sert? Et ça m'a rappelé une histoire. Mes enfants, lorsqu'ils étaient jeunes, un de mes garçons, son professeur leur demande à l'école, les enfants, expliquez-nous ce que vos parents ils font dans la vie. Alors mon gars réfléchit, un peu embêté, il dit, je sais pas trop. Il dit, mon père, il passe sa journée, il lit le journal, il écoute la télé, puis la radio, puis il est sur les réseaux sociaux. Et son professeur d'ajouter, tu veux dire que ton père est sans emploi? C'est vous dire à quel point notre travail n'est pas toujours facile à comprendre pour les gens de l'extérieur. Essentiellement, ce qu'on fait, nous, c'est que oui, on lit le journal, la radio, la télé, les journaux, mais on fait ça toute la journée et on fait l'analyse du travail des médias. Pourquoi? Parce que c'est utile pour les organisations de savoir ce qui se dit sur elles. On fait la base pour faire des analyses, faire quoi que ce soit. La base, c'est de faire de la revue de presse. Et à quoi ça sert et à qui c'est destiné? La revue de presse est destinée à toutes les organisations, les entreprises, qui sont sensibles à ce qui se dit sur elles ou encore sur leur industrie. Ça peut avoir un impact sur votre financement, sur vos relations avec vos partenaires. Vous voulez comprendre vos concurrents. Ça peut avoir un impact politique sur vos subventions, avec votre relation avec votre gérant de banque. Donc, n'importe quel pas les petites entreprises, mais les moyennes et les grandes entreprises, ou les organisations publiques, parapubliques, les ministères, tous ces gens-là vont être très sensibles à savoir qu'est-ce qui se dit sur eux, sur leur industrie. Exemple, j'ai un jour, dans l'Ouest canadien, une organisation qui me dit « On veut lancer une nouvelle gamme de produits, mais on voudrait comprendre dans une province donnée tout ce qui s'est dit sur les gammes de produits pour bébés pendant les dernières années. » Donc, c'est de savoir quelles ont été les principales préoccupations. Est-ce qu'il y a eu des controverses? Y a-t-il eu des scandales? De quoi on parle quand les gens écrivent des lettres dans les journaux ou dans les réseaux sociaux? À quoi les gens s'intéressent? Qu'est-ce qui préoccupe les gens en termes de sécurité, de distribution, de prix, etc. En lien évidemment avec cette gamme de produits-là. Donc, ça permet, c'est une aide à la prise de décision pour les gestionnaires, la revue de presse. Et c'est évidemment également un rempart qui permet de savoir, comme une alerte qui permet de savoir, OK, voici ce qui se passe sur mon industrie, sur mes concurrents, et ça permet d'identifier des enjeux émergents, des choses qui sont en train, des controverses qui sont en train de s'élever dans l'espace public, parce que nous, on appelle l'environnement public. C'est utile pour un gestionnaire, avant de rencontrer son conseil d'administration, de rencontrer les médias, de rencontrer les employés. Et la pire chose qu'on entend souvent pour les gens qui ne lisent pas ou qui ne reçoivent pas de revue de presse, ça, je l'ai entendu souvent, c'est quelqu'un qui déclare « Les médias pensent qu'il a lu un journal dans l'Outaouais et là, il se ramasse parce que dans son journal, à lui, dans sa région, il parle de ça. Et là, on va généraliser à partir d'un petit article local, tandis que la revue de presse permet d'avoir une meilleure vue générale et globale d'un marché et de mieux comprendre comment les médias en général réagissent et non pas seulement un cas en particulier. Qu'est-ce que doit contenir une revue de presse? Évidemment, des articles de journaux ou des résumés en radio, télévision, des résumés d'articles de journaux. Parfois, des gens vont préférer avoir des articles parce que ça coûte moins, des résumés plutôt que des articles parce que ça coûte moins cher. Avoir des mentions de réseaux sociaux. Contrairement aux articles de journaux dans les réseaux sociaux, des fois, on va cibler des leaders d'opinion. Parce que Pierre Jean-Jacques, Monsieur Joe Boîte-à-Lunch sur Twitter, qui fait un commentaire, s'il y a des centaines et des milliers de mentions, à un moment donné, ça devient trop gros, il y en a trop, alors on va cibler certains leaders d'opinion plutôt que de tout avoir, par opposition aux articles de journaux où vous voulez systématiquement avoir les principaux articles de journaux. Il y a également un outil qui est extrêmement important en termes de revue de presse, c'est ce qu'on appelle la politique éditoriale. La politique éditoriale, ça comprend quoi? En fait,
À quoi ça sert? C'est le fameux « how-to ». Comment est construit ma revue de presse? À quoi elle sert? C'est quoi les limitations? Et pour faire en sorte que si la personne responsable quitte, ben l'autre qui va arriver va comprendre pourquoi on a tel type de mots-clés, pourquoi on choisit ce genre d'article-là, pourquoi l'autre article, on le prend pas. Donc, une liste de mots-clés ou des expressions. Exemple, un jour, j'ai un client qui est dans le domaine de l'alimentation qui vend du pain. Évidemment, pain en français, ça va. Mais le mot pain en anglais, ça veut pas dire la même affaire. Fait que c'est évidemment liste de mots-clés en anglais comme en français, d'avoir également des champs d'intérêt. Champ d'intérêt, c'est qu'est-ce qui préoccupe le client. Même si l'article ne comporte pas un mot-clé en particulier, donc ça touche pas votre liste de mots-clés, vous pouvez être intéressé à des sujets en particulier. Un jour, il y a un article dans un journal à Montréal qui est publié sur le salaire des cadres dans la fonction publique et parapublique. Il n'y a aucun des mots-clés de mon client qui est touché, mais le client a reçu l'article en question parce que on s'est dit que probablement il recevrait des appels de journalistes, des gens qui voulaient avoir la liste des salaires dans son organisation. Donc, le champ d'intérêt, c'est un outil également qui vient bonifier la politique éditoriale. Ça comprend aussi une liste de distribution à qui est destinée la revue de presse. Et en passant une bonne revue de presse, des fois, ce qui est pertinent, c'est d'avoir une section qui est distribuée à tout le monde et une section un peu plus complète qui va uniquement à certaines personnes. Donc, on n'a pas besoin de McDonaldiser la revue de presse puis d'envoyer la même revue de presse à tout le monde. On peut avoir des sections différentes envoyées à différentes directions. Comme ça fait moins d'articles, moins de papier, moins de coûts si vous discriminer le contenu en fonction des individus dans l'organisation. Puisqu'on parle d'exclusion, moins il y a d'articles. En fait, la recette secrète du colonel là-dedans, c'est moins il y a de pages, plus ça va être lu. Oui. Il y a 150 pages, 200 pages, les gens ne le liront pas. Premièrement, si les gens l'impriment, ça va coûter plus cher de papier, ça va coûter plus cher de droits d'auteur et les gens vont se décourager, ils liront pas tout ça. Si vous êtes capable, de façon optimale, dans un monde idéal, les revues de presse très lues et très populaires, c'est n'importe quoi entre 15 et 40 pages, maximum. Même des grandes organisations qui ont beaucoup de matériel dans les médias essayent de discriminer parce que, soyons honnêtes, 200, 300 pages dans une journée, vous n'avez pas 2 jours pour lire votre revue de presse quotidienne. Donc, si on veut être efficace et efficient, c'est de limiter le plus possible le nombre de pages. Mais également, par exemple, un truc en radio-télévision, des fois, ce que les clients vont décider de faire, c'est toutes les mentions en bas de 60 secondes, on les élimine parce que c'est de la répétition. Donc, ça aussi, c'est une façon de contenir les coûts et ça vous permet de vous concentrer davantage sur le matériel qui vraiment est très important pour vous et pas juste la répétition. Donc, la clé, c'est le moins de pages, de pouvoir contenir le contenu, de discriminer et de distribuer aux bonnes personnes. Et finalement, en terminant, il y a la fameuse question du droit d'auteur. Le droit d'auteur, c'est comme l'impôt. C'est inscrit dans la loi. On n'a pas le choix. Le droit d'auteur sert à compenser les éditeurs et les auteurs d'articles de journaux et radio-télévision parce qu'évidemment, si vous recevez une revue de presse, vous achèterez pas le journal. Donc, il y a une perte de revenus pour le quotidien. Et un peu comme l'impôt, si un employeur un jour vous propose un emploi en vous disant « Viens travailler chez nous, tu ne paieras pas d'impôt », vous savez bien que ça c'est impossible, c'est illégal. C'est la même chose avec le droit d'auteur. Alors, ça vous donne un peu une idée à quoi ça sert la revue de presse, à qui c'est destiné, et évidemment, toutes les organisations politiques, publiques, privées, etc., qui sont des moyennes ou des grandes organisations, ont tous et toutes des revues de presse qu'ils reçoivent au quotidien ou à chaque semaine. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez d'autres questions ou commentaires, vous m'écrivez à mediascope@influencecommunication. C'est Jean-François Dumas. Passez une bonne journée. On se reparle bientôt. Au revoir.